Voilà, 22h sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. Bienvenue à vous dans ce journal. À la une de l'actualité, agression mortelle d'une étudiante congolaise aux HLM Grand Yoff, l'association pour le soutien et la réinsertion des détenus du Sénégal soutient que le nom du présumé coupable ne figure pas sur le décret de grâce du 12 mai 2021. L'ASRED constate des manquements dans le travail de collecte de renseignements de la police et de la gendarmerie. Journée de consultation du secteur privé ce mardi pour diagnostiquer les capacités des entreprises sénégalaises à saisir les opportunités du contenu local. Une stratégie qui permettra à l'État de tirer profit des retombées directes et indirectes du pétrole et du gaz. Alors que le premier rapport de la RASA dévoile une mauvaise gestion des ressources par le continent africain. Report des examens ou pas, des programmes pas encore achevés dans la plupart des écoles à moins de 2 semaines du démarrage du baccalauréat technique d'économie et de gestion. Beaucoup de candidats expriment leur inquiétude. Constat à suivre au lycée mix Maurice Delafosse. En attendant, le lycée Valdiodio Ndiaye de Kaolack est dans un état de délabrement très avancé. Les autorités interpellées avant l'hivernage. Aïssatou Gueye-Ba. À la présentation, Hassan Tchoun assure la mise en onde de ce journal. Merci de nous choisir pour vous informer. Une édition d'information que nous débutons concernant le discrédit sur l'institution de la grâce présidentielle suite à l'agression mortelle de l'étudiante congolaise Lotali Molé aux HLM Grand Yoff. L'ASRED regrette et apporte des éclairages. L'association pour le soutien et la réinsertion des détenus du Sénégal soutient que le nom Sewi Kabi Diatta, auteur présumé du crime commis sur l'étudiante qui aurait été graciée lors de la fête de Korité, ne figure pas sur le décret de grâce du 12 mai 2021. L'association l'ASRED qui souligne des manquements dans le travail de la police et de la gendarmerie. Le président de l'association pour le soutien et la réinsertion des détenus du Sénégal revient sur l'importance de la grâce présidentielle. Il est joint par Ibrahim Assal et joint par Adam Adjan. Semi Kabi Diatta, comme mentionné dans la presse, auteur présumé du crime commis sur l'étudiante congolaise Lotali Molé à HLM Grand Yoff et qui aurait été gracié lors de la fête de Korité, que son nom ne figure nulle part sur le décret de grâce du 12 mai 2021. Dès lors que cela suscite plusieurs interrogations, entre autres, il y a 4 questions judiciaires des personnes arrêtées et mises en garde à vue. Est-elle vérifiée pour renseigner sur le cas de récidive? Deuxième point, le présumé meurtrier était-il éligible à la grâce présidentielle? Y a-t-il une relation directe entre l'insécurité et la grâce présidentielle? Si on revient vraiment sur l'identité judiciaire, les renseignements fournis par l'identité judiciaire doivent permettre de renseigner sur le passé pénal du délinquant, permettant aux autorités judiciaires et pénitentiaires d'individualiser la peine selon la catégorie. En somme, sur cette affaire, on a l'impression que ce travail en amont n'a pas été minutieusement fait et usurpation d'identité, ce qui explique que le nom de Semi Kabi Diatta n'a aucunement figuré sur la liste des grâces à l'occasion de la Korité. Le présumé meurtrier, même si on l'a gracié, il était bien éligible à la grâce. Ce sont des petits délits qui sont la plupart du temps graciés dans le cas d'espèce. Selon nos informations, l'auteur présumé du meurtre purgeait une peine de 6 mois pour CBV, ITT 10 jours, vol, et qui lui restait 1 mois seulement avant sa libération sur les 6 mois. Donc il avait déjà purgé les 5 mois, il lui restait bel et bien 1 mois. Donc on considère que vraiment Semi Kabi était vraiment éligible à la grâce présidentielle. Sur l'identité judiciaire des personnes arrêtées et mises en garde à vue, est-elle vérifiée pour renseigner sur le cas du détenu? Il n'appartient pas à l'administration pénitentiaire ou au directeur des affaires criminelles et de grâce de vérifier l'identité, mais c'est à la police et à la gendarmerie de faire ce travail-là. Mais quand on arrête un détenu à Tamba, il s'appelle Omar Ndiaye, on l'arrête non, il s'appelle Doudi Ndiaye. Donc c'est comme ça que ça marche. Sûrement, nous avons des doutes que le présumé meurtrier a sûrement changé son nom. Le pourquoi le nom qu'il a donné à la police ne figure pas sur la liste de la grâce, car nous détenons la liste. Au moment où les travailleurs de la justice, membres de l'Union nationale section Saint-Louis, ont observé ce mardi un arrêt de travail au niveau du palais de justice, ils exigent de leur tutelle le paiement immédiat et sans condition de leur fonds commun du premier trimestre de l'année 2021.
Il demande également à l'État d'ouvrir le concours professionnel des administrateurs de greffe en service ou à la retraite. Maître Tanor Djamé, secrétaire général chargé des relations extérieures de l'Union régionale des travailleurs de la justice, est avec Yves Tendeng. Nous sommes en train de vivre une situation extrêmement difficile, nous travailleurs de la justice. Comme vous le savez, les travailleurs de la justice bénéficient d'un fonds commun des greffes qui est viré de manière trimestrielle. Il se trouve maintenant qu'au premier trimestre de l'année 2021, nous avons attendu que ce paiement se fasse. Mais jusque-là, nous sommes au mois de mai, mais nous attendons encore. Et les explications qui nous ont été données par l'autorité ne sont point rassurantes. C'est la raison pour laquelle, vu la situation difficile que vivent nos camarades et nous-mêmes, nous avons décidé d'agir allant dans le sens d'interpeller l'autorité en lui disant que nous, travailleurs de la justice, nous traversons des situations pénibles. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons arrêté le travail de 10h à 15h aujourd'hui. Si la situation requiert d'autres actes, nous sommes prêts à les faire. Nous exigeons de la part de l'autorité le paiement immédiat et sans condition du fonds commun du premier trimestre de l'année 2021. Mais en même temps, c'est aussi un prétexte pour souligner le fait qu'aujourd'hui au Sénégal, nous avons constaté qu'il n'y reste que 7 administrateurs de greffe au niveau national, alors que dans chaque juridiction du pays, il doit y avoir minimum un administrateur de greffe. Donc nous demandons à l'État d'ouvrir le concours professionnel des administrateurs de greffe, mais aussi de régulariser la situation des administrateurs de greffe en service et ceux qui ont décroché. Selon nous, il est inadmissible qu'on continue à nommer des greffiers en chef intérimaires au moment où le concours pourrait être ouvert à tous les greffiers désirant devenir administrateurs de greffe. Et puis, comme promis, les travailleurs de Sen'Eau étaient rouges de colère devant leur direction générale au moment où leur ministre de tutelle faisait une visite de travail. Les travailleurs et quelques membres de la direction générale ont même failli en venir aux mains. Ils réclament le paiement de leur enveloppe de reclassement. Le compte-rendu de Biramandja. Ils sont tous rouges de colère, ces travailleurs de la Sen'Eau. En attestent les brassards, casquettes et lacostes rouges qu'ils ont portés. Ils sont une dizaine de travailleurs qui se sont rassemblés devant leur direction générale ici à Hann et la tension montant d'un cran lorsqu'un membre de cette direction est venu leur interdire de faire une déclaration à la presse à l'intérieur de la société. Après ces échanges de mots aigres, doux et houleux, la déclaration s'est finalement pu se faire à l'extérieur. Je suis Oumar Ba, je suis délégué de SAT ici à la Sen'Eau. D'abord, que la direction donne plus de considération aux travailleurs. Parce que depuis que la direction est là, on constate qu'ils sont en train de faire moins que la SDE. Et ça, ce n'est pas normal. Ils sont en train de pousser les travailleurs à bout. Les acquis que la SDE avait laissés ici, ils sont en train de le grignoter. Et ils n'ont rien rajouté de plus pour les travailleurs. C'est ça la véritable pomme de discorde. Ensuite, les négociations annuelles sur les enveloppes d'avancement, d'augmentation de salaire et de conditions de travail des travailleurs. Chaque année, nous étions en train de les négocier. Et chaque année, à cette période, les accords étaient déjà scellés. Mais on est au mois de juin et il n'y a toujours aucun accord. Parce que tout simplement, la direction ne veut faire aucun effort. Aucun. Et ça, pour nous, c'est inacceptable. Et pour nous, c'est une déception totale. Les clients ne sont pas satisfaits. Les travailleurs ne sont pas satisfaits. Personne n'est satisfait de la Sen'Eau. S'il continue dans cette dynamique, je pense que l'État doit prendre ses responsabilités et botter en touche ces gens-là. Ces travailleurs sont retournés à l'intérieur avec leurs brassards rouges jusqu'à l'arrivée du ministre de l'Eau et de l'Assainissement où ils ont soulevé ces brassards pour montrer leur amertume. Quant à la presse, elle a été cherchée des lieux comme un malpropre. Pour rappel, la journée de ce mardi 25 mai a été décrétée journée de port de brassards rouges dans toutes les agences de Sen'Eau pour réclamer le paiement de l'enveloppe de reclassement et autres revendications. Si l'on se fie aux travailleurs, le mot d'ordre a été suivi à 95% dans tout le pays. Biramandja, comment instaurer le dialogue avec ces tensions notées dans les entreprises? Un atelier de renforcement de capacité en dialogue social et en sécurité, santé au travail des partenaires sociaux du Haut Conseil du dialogue social a été initié. L'objectif général de l'atelier est de former
les membres du HCDS et des autres participants sur le dialogue social afin qu'ils puissent contribuer à améliorer les conditions de travail et de vie des travailleurs et travailleuses du secteur de la santé et de familiariser les participants avec les instruments juridiques de l'OIT en matière de sécurité et santé au travail, récemment ratifié par le Sénégal pour accroître la résistance de notre système sanitaire du pays. Voici Innocent Ntap Ndiaye, président du Haut Conseil du dialogue social avec Moustapha Sall. Nous étions déjà sur la voie qu'il s'est tenu l'année dernière un important atelier organisé par le ministère de la Santé pour aller vers la mise en place d'un comité de dialogue social du secteur. Vous savez, c'est une des missions essentielles de l'institution. En cours de route, le président de la République, justement le 5 mai, a donné des instructions pour que les secteurs de la santé, de l'éducation, de l'enseignement supérieur fassent l'objet d'une attention particulière. Parce qu'il voudrait absolument que ces secteurs soient dotés de comités de dialogue social. Nous en avons un déjà au niveau de l'éducation. Il restait la santé et l'enseignement supérieur. La santé, l'activité que nous avions déjà menée a conduit à un accord, à des discussions entre les partenaires sociaux pour aller. Mais comment matérialiser cet accord, d'aller vers la mise en place d'un cadre de dialogue social? Je pense qu'au cours de ces débats de 3 jours, nous allons encore revisiter cette question, même s'il faudra insister sur la santé et sécurité au travail. Parce que la pandémie a fini de démontrer que le système sanitaire a bien sûr des déficits à combler. Et cela nous rattrape. Nous avons félicité bien sûr le personnel de santé, ainsi que les forces de défense et de sécurité pour le travail accompli pour faire que le Sénégal soit inscrit au rang des pays qui ont eu un système de riposte véritablement à la hauteur. Maintenant, il faut pas dormir sur nos lauriers, il faut renforcer les capacités de tous ces acteurs et arriver justement à avoir vraiment un personnel de santé qui soit apte à dialoguer. Le secteur de la santé, vous avez vu, il y a beaucoup de crises. L'éducation, idem. Mais je pense qu'avec ce projet, il nous permettra de dérouler beaucoup d'activités. Et c'est pour moi le lieu de remercier une fois de plus le Bureau international du travail qui, depuis la mise sur pied de l'institution en 2015, nous accompagne. Monsieur le directeur, je vous remercie. Et à travers moi, tout l'ensemble des conseillers, bien sûr. Et puis je vous le disais en titre, journée de consultation du secteur privé sénégalais ce mardi à l'initiative du secrétariat technique du Comité national de suivi du contenu local. C'est pour diagnostiquer les capacités des entreprises sénégalaises à saisir les opportunités de contenu local, susciter de nouveaux intérêts et dégager des perspectives. La rencontre de ce mardi a réuni le monde de l'entreprise, les institutions publiques d'encadrement et les chambres du commerce. Ou les chambres de commerce, le compte-rendu de Babacar Samb. Il s'agit en effet de réfléchir de manière inclusive avec les entreprises du secteur du pétrole et du gaz, les institutions publiques d'encadrement et les chambres de commerce sur la stratégie nationale du contenu local. Mor Ndiaye Mbaye, secrétaire technique du Comité national de suivi du contenu local. L'idée, c'est de recenser les entreprises, de voir quels sont leurs différents domaines d'activité et rapprocher ces compétences-là d'avec les exigences du secteur pour voir est-ce qu'elles sont à même de répondre aux attentes du secteur ou non. Et si ce n'est pas le cas, dans les missions du Comité national de suivi du contenu local, il est bien inscrit l'accompagnement de ces entreprises-là à travers un fonds d'appui au développement du contenu local. Cette rencontre sera suivie de visites d'entreprises et d'entretiens avec les acteurs du monde de l'entreprise, précise Philippe Bakoumba Faye, chef de l'unité GES Petrogaz. Au finish, le résultat qu'on veut obtenir, c'est que ces entreprises-là soient capacitées pour pouvoir capter le maximum de services de ce secteur pétrole et gaz, que l'accès à ce marché-là leur soit facilité par les moyens juridiques, légaux qui sont mis en place dans le cadre de la loi sur le contenu local. Cette stratégie nationale du contenu local, une fois mise en place, permettra a priori à l'État de tirer profit des retombées directes et indirectes du pétrole et du gaz, souligne le secrétaire technique. Et que l'État, par ailleurs, va utiliser en grande partie un appui budgétaire pour financer des projets d'infrastructure dans les autres secteurs, mais également la formation de nos ressources humaines, la capacitation et la mise à niveau de nos entreprises
Et il faut comprendre également à travers ces retombées indirectes tout ce qui est projets sociaux que les compagnies devront, dans le cadre d'une sorte de RSE obligatoire cette fois-ci, à faire en termes de projets, d'infrastructures, soit des centres de santé ou autres à construire et qui resteront de manière durable. Rappelons que le Sénégal se fixe comme objectif d'atteindre 50% de contenu local à l'horizon 2030, c'est-à-dire permettre aux entreprises sénégalaises de capter au moins la moitié des activités pétrolières et gazières. Et dans le rapport fourni par l'ASRA, rapport alternatif sur l'Afrique, l'ASRA qui publie ou qui dévoile une mauvaise gestion des pays africains, ou plutôt des ressources des pays africains, le compte-rendu de Naïfatou Diop. Les pays de l'Afrique sont mal gérés selon le rapport numéro 1 de la RASA, Chérif Sy, président du Forum Tiers-Monde. Nous avons mal travaillé, il faut avoir le courage de le dire. Nous avons mal travaillé. Nous sommes incapables de mobiliser suffisamment les ressources sur tout le continent. Nous avons mal à avoir une bonne fiscalité qui permette de collecter les ressources pour le financement de notre développement. Et évidemment, c'est dans ce contexte qu'ils sont allés rechercher de l'aide auprès de partenaires extérieurs, mais également de partenaires qui nous appartiennent. Il ne faut pas qu'on l'oublie toujours. Le Fonds monétaire et la Banque mondiale sont des institutions qui nous appartiennent également. Donc, en termes de souveraineté, nous aurions préféré que cette demande se fasse dans le cadre d'un agenda proprement africain. Moi, c'est véritablement mon seul regret. La gestion de l'Afrique doit être assurée par ses propres fils et non par des étrangers, ajoute le président du Forum Tiers-Monde. Notre volonté n'est pas de rompre avec le reste du monde, mais d'être maître de la décision sur les questions qui importent pour l'Afrique. Notre rapport arrive au moment où il existe une multitude de rapports sur l'Afrique. Nous n'avons jamais dit, nous ne dirons jamais que ces rapports sont mauvais. Mais ces rapports sont insuffisants. Ce rapport numéro 1 de la RASA, qui a pour thème les souverainetés des sociétés africaines face à la mondialisation, a souligné les enjeux et perspectives d'une transition post-capitaliste africaine, l'Afrique pour l'Afrique et par l'Afrique. Sud FM. Report des examens ou pas à presque 2 semaines du démarrage du baccalauréat technique d'économie et de gestion. Les élèves et leurs enseignants très anxieux pour cause beaucoup de matières ne sont pas terminées avec des cours qui sont tenus en l'espace de 6 mois. Ils souhaitent même le report de l'examen du 17 juin. Josette Kali a fait un tour au lycée mixte Maurice Delafosse. Cette ambiance n'est que de courte durée. C'est une véritable course contre la montre qui leur est imposée. Tout s'accélère désormais pour ces candidats au baccalauréat. C'est un peu dur. Avec quelques troubles, mais il y a des profs qui prennent le week-end pour pouvoir renforcer un peu et avancer dans le programme. Parce qu'il y a l'accélération des professeurs. Vraiment, nous n'avons plus le temps pour nous reposer. Rattrapés par le temps, professeurs comme apprenants affichent leur inquiétude. Le programme n'est pas encore bouclé. L'année scolaire a été vue au rabais. Nous avons commencé les cours en mi-novembre et les examens sont fixés en mi-juin. Ce qui fait que nous avons perdu 43 jours de cours. On a du mal à terminer le programme. Peut-être pour les matières non dominantes, ils ont à peu près terminé, mais pour les matières dominantes comme la comptabilité, les mathématiques et l'économie, ils ne pensent même pas pouvoir terminer d'ici le 17 juin. Les révisions, ça ne se passe pas vraiment comme nous le voulons. Pour le moment, non, on n'est pas encore prêt. Et beaucoup de professeurs ont même opté pour d'autres méthodes. Certains ont remis des polycoques comme en histoire, géographie, en économie pour permettre aux élèves d'être à jour. Mais pour les matières non dominantes comme français, anglais, management, les professeurs sont organisés pour pouvoir donner aux candidats ce dont ils ont besoin pour bien préparer leurs examens. Tous ces facteurs réunis, ils espèrent pour la majorité que le report sera acté et une nouvelle date bien choisie. Le report serait le bienvenu. Véritablement, nous sommes preneurs. Ça permettrait aux collègues en retard de pouvoir se rattraper en comptabilité, en économie, en mathématiques. Surtout le bac G, c'est le plus lourd des baccalauréats. Ça couvre toute une semaine. Je suis preneur pour qu'on repousse un peu la date parce que ça ne nous arrange pas de faire le bac le 17. En attendant, les enseignements se poursuivent pour ces candidats au baccalauréat technique et gestion, même s'ils ont en tête un programme inachevé et 11 matières à composer. Josette Kali, pendant ce temps, à Kaolack, au lycée Valdiodio Ndiaye, l'État, ou plutôt le lycée Valdiodio Ndiaye est dans un état
de délabrement très avancé. Le personnel administratif, les professeurs ainsi que les élèves sont en danger permanent et risquent leur vie. Le reportage de Mamadou Camara. L'état de vétusté des bâtiments du lycée Valdiodio Ndiaye ne permet plus aux professeurs et aux élèves de travailler en toute quiétude. Au niveau de certains bâtiments, les dalles ne tiennent plus et l'étanchéité fait défaut. Birame Faye, le proviseur du lycée Valdiodio Ndiaye de Kaolack, alerte. Au niveau des bâtiments, même si vous entrez à l'intérieur, vous voyez les traces d'eau. Donc ça pendant l'hivernage. Et nous sommes à l'approche de l'hivernage. Et jusqu'à présent, en tout cas, il n'y a pas grand-chose qui est fait. Parce que même ceux qui veulent réhabiliter, ils disent qu'ils vont venir après les examens. Après les examens, ça sera l'hivernage. En tout cas, nous souhaitons que peut-être le travail se fasse bien. Le grand problème, c'est les dalles. L'étanchéité est vraiment morte, il faut refaire. En tout cas, s'ils parviennent à faire ça, le reste, vraiment, ça va. Ils sont prêts, en tout cas, à faire quelque chose. Néanmoins, ils ne vont pas réhabiliter tous les lycées, mais ils ont choisi, en tout cas, quelques bâtiments qu'ils vont réhabiliter. Donc, le problème reste toujours entier. En tout cas, ce que nous demandons, nous lançons un appel vraiment à toutes les bonnes volontés, et surtout aux cadres que ce lycée a formé. Que ce lycée a formé beaucoup de cadres. Mais où sont ces cadres actuellement? Je pense que s'ils initient leur force autour du président de la République, ils peuvent en tout cas réhabiliter entièrement ce lycée. Quelque part au niveau des bâtiments, même si vous entrez à l'intérieur, vous voyez les traces d'eau. Donc ça pendant l'hivernage. Et nous sommes à l'approche de l'hivernage. Et jusqu'à présent, en tout cas, il n'y a pas grand-chose qui est fait. Parce que même ceux qui veulent réhabiliter, ils disent qu'ils vont venir après les examens. Des bâtiments qui datent de l'époque coloniale, le personnel administratif, les professeurs ainsi que les potages sont en danger. Les autorités sont averties. Kaolack, Mamadou Camara, Sud FM. Mamadou Camara, selon Birame Faye, le proviseur du lycée Valdiodio Ndiaye, la réhabilitation partielle n'est pas la solution ou la meilleure solution. Les autorités interpellées. Birame Faye, le proviseur du lycée Valdiodio Ndiaye de Kaolack, est avec Mamadou Camara. Le lycée vraiment est vétuste parce qu'un lycée qui date de 1958 vraiment demande à être réhabilité. Il y a quand même des structures qui sont passées, des réflexions qui ont été faites, mais souvent c'est des réflexions partielles. Cela vraiment ne donne pas un bon visage aussi au lycée. Moi je pense qu'à ce que nous pensons, la grande solution qu'il faut trouver, c'est vraiment de rebâtir vraiment ce lycée-là. Parce que quand on fait une réflexion, on fait une réhabilitation partielle, souvent ça ne fait pas vraiment nous sortir des problèmes que nous avons. Si nous regardons par exemple le grand bâtiment qui est là-bas a été réhabilité par le conseil départemental, mais ils ont tout simplement refait le plafond, n'est-ce pas, parce que ça s'est un peu partout. Et jusqu'à présent, ce problème demeure. Je pense que cette année-ci, le ministère de l'Éducation avait envoyé une mission. Ils ont fait en tout cas tous les bâtiments, ils ont regardé vraiment là où ça ne va pas, ils sont partis. Ils nous ont dit que en tout cas c'est le président de la République qui veut réhabiliter maintenant les anciens lycées, comme ça a été fait au lycée Malissi par exemple. Entre-temps, il y a aussi la fondation Sonatel et je compte beaucoup sur ces gens-là parce que en tout cas d'après les avancées vraiment des pas qu'ils ont fait vers l'avant, moi je pense que... Restons à Kaolack avec le lancement du pôle emploi de Kaolack par les ministres en charge de la jeunesse, de l'emploi, mais aussi de l'économie maritime, ou numérique plutôt. C'est pour permettre aux jeunes d'avoir un guichet unique qui va regrouper l'ensemble des services dont ils ont besoin pour pouvoir accéder à l'emploi et au financement. Écoutons les explications de Cheikh Bahoum, directeur général de l'Agence de l'informatique de l'État, au micro de Awatia. Les ministres en charge de la jeunesse, de l'emploi, mais également de l'économie numérique, sont venus lancer le début des opérations pour le pôle emploi de Kaolack. Donc ce pôle emploi est hébergé, comme vous le savez, par l'Agence de l'informatique de l'État à travers les espaces Sénégal Service. Donc ces espaces, nous les voulons comme un guichet unique pour l'administration sénégalaise. L'innovation, c'est qu'aujourd'hui nous avons des bâtiments aux normes dans les 45 départements du Sénégal, mais également ces bâtiments sont dotés de beaucoup de technologies. D'abord, c'est des bâtiments connectés à la fibre optique, donc c'est un réseau de 45 points répartis dans tout l'espace géographique du pays, mais également c'est des plateformes qui sont hébergées dans les data centers de l'ADIE. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de disposer d'une seule et même plateforme qui va être utilisée par les services qui travaillent dans ce pôle emploi pour pouvoir traiter l'ensemble des demandes des jeunes. Nous voulons avoir une base de données unique des demandeurs d'emploi
et des demandeurs de financement. C'est cela aujourd'hui que nous offrons à Kaolack et que nous allons offrir vraiment à tous les départements du Sénégal. Donc l'ADIE, en tant que bras technique, accompagnera vraiment ces structures à améliorer le système d'information et permettre à ce qu'au bout, qu'on ait un système d'information unique qui sera partagé par l'ensemble des structures. C'est cela la volonté du chef de l'État et sur cela que nous travaillons. Et tout ça pour simplifier la vie aux jeunes, parce qu'on savait tous qu'ils faisaient beaucoup de parcours pour pouvoir se faire accompagner. Et aujourd'hui, avec ce guichet unique, véritablement, c'est en un seul point où l'ensemble des services seront disponibles. Aujourd'hui, nous parlons d'emploi, mais demain, ce sera d'autres problématiques. Et ce lieu sera un lieu d'impulsion de toutes les politiques publiques, surtout dématérialisées de nos territoires. Collision entre une moto Jakarta et une autre moto conduite par un policier. Le Jakartaman a finalement succombé à ses blessures après son évacuation à l'hôpital de Diourbel. Atamandjaï. Un accident de la circulation fait un mort à hauteur du camp de garde de Diourbel. Il s'agit d'une collision entre un conducteur de moto Jakarta et un policier à bord de sa moto. Selon une source de la police, la moto Jakarta roulait à vive allure et est entrée en collision avec la moto du policier qui regagnait le camp de garde. La violence du choc a fait que le conducteur de la moto Jakarta a été gravement touché et a succombé à ses blessures après son évacuation à l'hôpital régional Heinrich Lübke de Diourbel. Les accidents liés aux motos Jakarta se multiplient et ne se ressemblent pas au niveau de Diourbel. On se souvient la semaine dernière d'une moto Jakarta qui avait terminé sa course sur un véhicule à hauteur de l'Agnard. Diourbel, Sud FM Adamandiaye. D'une moto Jakarta qui avait terminé sa course sur un véhicule à hauteur de l'Agnard. Diourbel, Sud FM Adamandiaye. L'actualité qui nous mène au Mali avec la réaction de Alioune Tine d'Africa Jom Center qui invite la communauté africaine à agir rapidement avec des sanctions ciblées pour dissuader les militaires de prendre le pouvoir sans raison valable. Selon lui, cette situation doit être prise au sérieux car il y va de la sécurité de la région du Sahel. Alioune Tine propose même la convocation d'un mini-sommet sous-régional sur la situation du Mali. Le voici au micro d'Amadou Moustapha Dian. Aujourd'hui que la communauté internationale, que l'Union africaine, que la CEDEAO agissent vite, agissent d'urgence et agissent avec beaucoup de fermeté parce qu'on ne peut pas comprendre vraiment les coups d'État de cette nature se répètent. Il faut beaucoup de fermeté de la part de la CEDEAO. Il faut exiger des sanctions par rapport vraiment à des coups d'État militaires qui créent l'instabilité et qui créent le chaos. Vraiment, les responsables doivent quand même être sanctionnés. Les sanctions ciblées sont absolument nécessaires. Donc, il faut la fermeté pour qu'il y ait une dissuasion forte par rapport effectivement à ceux qui commettent des coups d'État militaires en Afrique. Ou les religieux, c'est le cas au Mali. Donc, il est bon aujourd'hui de faire attention parce que la situation du Mali, qui est déjà une espèce de verrou sécuritaire pour toute la sous-région, vraiment est dans une situation de risque énorme. Et si ce verrou saute, c'est toute la région de l'Afrique de l'Ouest qui va être déstabilisée. Je ne sais pas si les gens voient les enjeux sécuritaires vraiment que crée cette situation au Mali pour que vraiment les leaders réagissent vite. Et ça par un sommet, un mini-sommet de la CEDEAO, où ce sont les leaders politiques eux-mêmes qui prennent la chose en main. Je ne sais pas si les gens voient les enjeux sécuritaires vraiment que crée cette situation au Mali pour que vraiment les leaders réagissent vite. Et ça par un sommet, un mini-sommet de la CEDEAO, où ce sont les leaders politiques eux-mêmes qui prennent la chose en main. Mais en même temps, la situation du Mali est là, mais n'oublions pas que dans notre sous-région, nous avons affaire aussi à des pouvoirs illégitimes, à des pouvoirs illégaux. Et tout ça également crée tous les ingrédients de nature à créer ce qu'on peut appeler une déflagration générale. En tout cas, retenez que d'ailleurs la CEDEAO est déjà sur place à Bamako, une délégation qui était sur place depuis 15 heures. Manifestation de protestation contre l'arrestation des deux grandes institutions de la transition qui aboutit finalement au retrait des prérogatives du président de transition et ceux du Premier ministre par le vice-président Assimi Goïta. La manifestation n'a pas pu se tenir convenablement ce matin comme prévu. Un collectif dénommé Sauvons la démocratie
des putschistes a été créé. Les précisions de notre correspondant depuis le Mali, Sori Ibrahim Maïga. Une grande manifestation était annoncée à 10h pour protester contre la détention par les militaires des 2 grandes personnalités de la transition. Contrairement aux milliers de hashtags partagés sur les réseaux sociaux, c'est juste quelques dizaines de personnes qui étaient présentes. Aliou Ifran Ndiaye est acteur culturel. Il a répondu présent à l'appel. On est là pour exprimer notre opposition à ce processus-là. On est là pour exprimer notre désaccord total à ce qui se passe aujourd'hui au niveau des quartiers. On est là pour leur dire qu'ils se trompent et que nous n'allons pas les suivre sur cette voie. Et ils sont citoyens comme tous les autres. Ils ne sont pas des citoyens extraordinaires. Si l'État a besoin d'eux, on va les appeler. Si l'État n'a plus besoin d'eux, ils vont à d'autres missions. Cette initiative de plusieurs organisations de la société civile n'a pas pu se tenir devant la Bourse du Travail à cause des forces de l'ordre qui abondent les lieux et les artères du boulevard de l'Indépendance. Les manifestants sont sommés de quitter les lieux. Ils se retranchent au bureau de l'ASCAD à Badalabougou, une association citoyenne. Après une réunion sur la crise est donc né un nouveau mouvement dénommé Sauvons la démocratie des putschistes. Seydou Oumar Sissé est membre du collectif. Aujourd'hui, nous nous sommes réunis, des patriotes qui se sont réunis aujourd'hui pour créer Sauvons la démocratie des putschistes. Pourquoi ce nom? Parce que ce sont des putschistes aujourd'hui qui ont mis la démocratie à terre. Des hommes sont morts pour ce pays-là, pour que nous puissions parler librement, pour que nous partons aux élections. Et ce sont des putschistes aujourd'hui qui veulent enfreindre notre démocratie. Et nous nous sommes réunis aujourd'hui pour défendre la démocratie. Ces gens, ils ont pris nos armes pour faire un coup d'État. Alors que le sort du président de transition et celui de son premier ministre sont scellés avec leur mise à l'écart de leurs prérogatives par le vice-président Assimi Goïta, ce jeune présent à la manifestation dit soutenir la démarche en cours des militaires. Le gouvernement n'est pas consciencieux, tout le monde le sait. Ça ne vaut même pas le coup de demander. Et nous, on parlait chaque fois de la refondation et vous supprimez la refondation en même temps. Que ce soit l'M5O, que ce soit pas l'M5O. Nous, on veut le départ immédiat de Mouktarouane. Je cautionne la démarche actuelle des militaires à 100%. Les condamnations fusent partout et beaucoup de Maliens parlent de coups de force. La CEDEAO, avec sa délégation dirigée par Goodluck Jonathan, est pleinement activée pour un dénouement dès son arrivée cet après-midi dans la capitale. Sori Ibrahim Maïga depuis Bamako pour Sud FM. Merci beaucoup Sori Ibrahim Maïga. 22h33 sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio et nous accueillons la page ou plutôt Info Santé avec Marie-Rosalie Diaye. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Bonjour à tous et bienvenue. Ce 25 mai est célébrée la Journée mondiale de la thyroïde, occasion pour parler de cet organe indispensable au bon fonctionnement de notre organisme. Nous sommes avec le professeur Demba Diédhiou, il est spécialiste en endocrino-diabéto. La Journée mondiale de la thyroïde est célébrée pour ce mardi 25 mai. La thyroïde est une glande endocrine qui est située au niveau de la partie antérieure et basse du cou. C'est une glande qui sécrète des hormones qu'on peut qualifier un gendarme de notre organisme parce que ces sécrétions participent au fonctionnement et au règlement de la plupart de la physiologie de notre organisme. Il existe plusieurs types de maladies de la thyroïde. Il existe et apparaissent de nouvelles formes de goitres en Afrique, parmi lesquelles les goitres nodulaires, pour lesquels il y a des facteurs génétiques, mais aussi il y a des facteurs environnementaux, tels que les irradiations au niveau du cou. Les autres formes de goitres qui sont les plus fréquentes, telles que la maladie de Basedow ou bien la maladie de Hashimoto, ce sont des formes de thyroïdite qui sont auto-immunes. Cela veut dire les agents qui sont chargés de nous protéger vont se retourner contre notre propre organisme et l'attaquer. Professeur, y a-t-il des personnes plus exposées que d'autres à ces maladies de la thyroïde? L'exposition dépend essentiellement du profil de la personne. Par exemple, les goitres nodulaires où il y a un nodule au niveau de la thyroïde, ce sont des nodules qui apparaissent et qui augmentent de volume avec l'âge. Et on voit que les goitres nodulaires, ce sont des formes de goitres qu'on voit de plus en plus chez les sujets âgés. Maintenant, pour ce qui est des maladies de la thyroïde en rapport avec un phénomène auto-immun, ou bien les thyroïdites, cela veut dire les maladies de thyroïde inflammatoires, on les voit de plus en plus chez les sujets jeunes, en particulier chez la femme jeune. Ce sont des pathologies auto-immunes ou inflammatoires. Et quand on sait sur le plan physiopathologique, la plupart des maladies inflammatoires et auto-immunes, ce sont des maladies qui semblent être plus fréquentes chez la femme. Mais particulièrement, la maladie de Basedow est une pathologie qui
parmi les causes et les facteurs déclenchants, nous avons le facteur stress, nous avons le facteur tension interne, nous avons le facteur impossibilité de surpasser ou bien de dépassement par rapport à des événements douloureux de la vie. Et quand on sait la physionomie de la société sénégalaise, on se rend compte que dans notre société sénégalaise, la femme est plus exposée au stress de notre société, ce qui fait que la maladie de base d'eau semble être plus fréquente chez la jeune femme par rapport à l'homme, à l'enfant et le sujet âgé. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé. Aïssatou Gueye-Ba. Voilà, 22h37, c'est la fin de ce journal, le rappel des titres. Agression mortelle d'une étudiante congolaise aux HLM Grand Yoff, l'association pour le soutien et la réinsertion des détenus du Sénégal soutient que le nom du présumé coupable ne figure pas sur le décret de grâce du 12 mai 2021. L'ASRED constate des manquements dans le travail de collecte de renseignements de la police et de la gendarmerie. Et puis journée de consultation du secteur privé ce mardi pour diagnostiquer les capacités des entreprises sénégalaises à saisir les opportunités du contenu local. Une stratégie qui permettra à l'État de tirer profit des retombées directes et indirectes du pétrole et du gaz, alors que le premier rapport de la RASA dévoile une mauvaise gestion des ressources par le continent africain. Report des examens ou pas, des programmes pas encore achevés dans la plupart des écoles à moins de 2 semaines du démarrage du baccalauréat technique d'économie et de gestion. Beaucoup de candidats et enseignants expriment leur inquiétude. Vous avez suivi le reportage de Josette Kali au lycée mixte Maurice de La Fosse. En attendant, le lycée Valdiodio Ndiaye de Kaolack est dans un état de délabrement très avancé. Les autorités interpellées avant l'hivernage. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Hassan Choun qui en a assuré la mise en onde. Dans un instant, votre rubrique Sud Éducation avec Mariam et Aïda. Tout juste après, retrouvez la rediffusion de l'émission Rétrosport. Quant à moi, je vous dis à 0h pour le prochain bulletin d'information. Ça sera en français et en wolof, bien entendu. Passez d'agréables moments en compagnie des programmes de Sen Radio.